Salut les gars, Salut les amis. bienvenue sur cette nouvelle vidéo de La Charnière. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire notre petit débrief, petit récap sur les matchs de Ligue des Champions de la semaine dernière, les matchs allés que Robin et moi avions déjà pronostiqués lors d'une vidéo parue la semaine dernière. On vous avait donné un peu de ressenti, alors on va voir si ces derniers se sont confirmés. On va s'attarder assez succinctement d'abord sur les matchs qui nous ont de guillemets moins intéressés, en passant un peu plus en détail sur les matchs qui ont fait trembler la planète football cette semaine, et on terminera par vous donner nos petits ressentis, nos tendances qui se dégagent pour les matchs retour. Je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Alors les amis, commençons par le match que nous avions classé 8ème dans notre échelle d'intérêt. C'était le déplacement des Interistes face à Feyenoord. Robin, qu'en as-tu pensé ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? L'Inter qui a su faire le job sans briller et sans être en dessous. Un match de Ligue des Champions, un match de routine en fait, presque pour l'Inter. Si on regarde les compos, ils avaient même pas aligné, si on le voit ici au milieu de terrain, même pas Çalhanoğlu. Et pas même pas Çalhanoğlu et pas Mkhitaryan qui avait joué le week-end non plus. C'était Zielinski et Asllani. Zielinski d'ailleurs qui termine avec une passe décisive mais qui rate un penalty. Voilà, l'Inter qui avait pas grand-chose à avoir peur, disons, avec ce déplacement à Rotterdam. Ils ont su faire le taf. Ils ont quand même dominé ce match. Ils ont pris le ballon, ils ont plus d'XG que ce qu'ils ont marqué. Ils sont devant dans tir, etc. On voit aussi sur la map des tirs ici. Beaucoup plus de tirs présents dans la surface. Donc voilà, l'Inter qui a su faire le job. Et forcément, il n'y a plus aucun monde, je pense, où ils perdent le match retour par 3 buts d'écart à Milan. Donc l'Inter qui va normalement se diriger tout droit vers les quarts de finale. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ouais, c'est clair. Bon, écoute, déjà pour le sentiment du match retour, ça, j'ai pas trop de doutes non plus, je dois vous dire. Le match aller, on peut parler d'un match vraiment rondement mené, classique de Ligue des Champions, une grosse équipe qui se déplace, c'est un plus petit. Ça peut toujours être un petit peu bourbier ces matchs, surtout qu'on sait qu'à De Kuip, il y a quand même une sacrée ambiance. Je pense notamment au Bayern, qui a pris un score là-bas. On sait que si l'équipe à domicile, cette petite équipe arrive d'entrée de jeu à mettre de l'intensité, ça peut être plus dur. Mais l'Inter a su montrer qui a su répondre présent tout simplement en prenant 58% de possession du ballon, en se créant énormément d'occasions. Moi je pense que dans la globalité l'Inter a réussi son match aller, se met quasiment à l'abri d'un retour pour le match retour du côté de Giuseppe Meazza. Je les vois finir le travail sans trop de problèmes. Comme à son habitude, l'Inter qui a su rester solide défensivement, ils encaissent pas à l'extérieur et leurs deux buteurs, Marcus Thuram et Lautaro Martinez, ont fait le job en ayant chacun de leurs buts. Donc voilà, déplacement réussi du côté du Feyenoord, l'Inter qui se donne toutes les chances d'accéder au quart de finale. Les amis, intéressons-nous maintenant au deuxième match qui nous avait intéressé la semaine dernière. Le PSV contre Arsenal. Arsenal qui se déplaçait sur la pelouse à Eindhoven. Je dois faire mon mea culpa. J'avais prévu que Arsenal gagne, mais de justesse, ou peut-être un match nul. Je voyais Arsenal passer sans trop trembler sur la double confrontation, mais pas largement. Et c'est la victoire la plus large de ces huitièmes de finale aller, assez largement. Arsenal qui a 100% de chance de passer maintenant. Ouais, j'ai envie de dire, mais qui s'attendait à ça, franchement ? T'as fait ta mea culpa, c'est appréciable, parce que c'est vrai que moi j'avais mis Arsenal vraiment plus largement favori. Après, je ne m'attendais pas non plus à un score comme ça, d'autant que ce qui est très intéressant d'analyser, c'est la compo des Gunners. Regardez-moi cette attaque, Arsenal amputé de toutes ses cartouches offensives. Ouais. Bukayo Saka, Martinelli, Havertz, tous blessés, même Gabriel Jesus. Donc c'est Merino qui a joué BU, le jeune Nwaneri qui a joué sur le côté. Mais ils ont pu compter sur leur patron, Martin Odegaard, vraiment magicien. Son match a été exceptionnel à tous les niveaux. 2 buts, une passe D. Il a été omniprésent dans ce match, et Arsenal qui va claquer un score énorme du côté du PSV Eindhoven. C'est rare, j'ai pas vraiment souvenir d'une équipe qui explose comme ça son adversaire sur sa pelouse dans un match à élimination directe. Vraiment très surpris. Je pense que les Gunners vont même pouvoir faire tourner d'ailleurs au match retour. Donc je pense que c'est certainement le match sur lequel la tendance est la plus facile à vous donner en retour. Ouais. Je pense que Arsenal va tranquillement finir le job, même peut-être avec un petit peu de rotation. Après, la rotation, finalement, ils ont peut-être pas l'effectif non plus pour la faire, vu que ça ressemble déjà un peu à un 11 B, si je puis dire. Oui. Donc moi je pense que Arsenal va finir le job tranquillement du côté d'Emirates. Mais attention quand même à ce début de match, parce qu'on voit ici Lewis Kelly qui prend un carton jaune, qui sort à la 35e minute. Ouais. C'est vrai qu'il y avait 2-0 pour Arsenal. Lewis Kelly qui avait déjà un carton jaune fait un tacle vraiment dangereux sur un de ses adversaires.
Et Arteta comprend directement que s'il le sort pas, qu'il fait rentrer Calafiori à la place, il finira le match à 10. Lewis Kelly, il avait pris rouge en plus le week-end d'avant. Hein. Oui. Donc attention. Voilà, donc oui, ça a bien tourné pour Arsenal, mais ça aurait vraiment pas été la même histoire si à 2-0 Arsenal s'était retrouvé à 10. Mais ils ont pu faire participer tout le monde à la fête. Hein. Le Calafiori du coup il rentre, il fait but passe D. Donc voilà, non, magnifique pour Arsenal, ça va leur faire beaucoup de bien cette victoire. Avec le fait qu'ils soient maintenant largués en Premier League, Liverpool qui est en train de gagner à l'heure actuelle contre Southampton, donc voilà. Mais Arsenal qui va accéder tranquillement du coup également au quart de finale et qui aura un sacré morceau normalement, que ce soit l'Atlético ou le Real. Ça sera une sacrée affiche. Ouais. Voilà, donc Arsenal peut tranquillement voir la suite de sa compétition maintenant avec cette victoire à l'extérieur. D'autant qu'ils risquent de retrouver aussi leurs blessés d'ici ce quart de finale. Oui. Et là, je pense que ça sera important. On passe maintenant sur les Belges de Bruges qui accueillaient les Anglais d'Aston Villa pour le premier match de ces huitièmes de finale aller. Et que le foot est cruel, les amis. Voilà, le club Bruges, la belle histoire pour le moment de cette Ligue des Champions, qui a su répondre à une ouverture du score très précoce de Leon Bailey et qui se sont fait tout simplement punir en fin de match. Ouais, on peut voir, je pense, la première clé d'analyse sur ce match-là, c'est l'inexpérience. Hein. Parce qu'on voit que Bruges était intéressant dans le jeu. Hein. Ils produisent quand même à peu près le même nombre de d'XG que leurs adversaires. Ils ont plus de tirs. Ils prennent la possession. C'est une équipe joueuse avec une composition qu'on connaît maintenant. Les attaquants que sont Udougla, Van Aken, le vétéran, le capitaine, et Talbi et Tsolis sur les côtés qui peuvent vraiment apporter cette touche de jeunesse, le fait d'aller percuter sur les ailes. Mais malheureusement, peut-être l'inexpérience et du coup l'expérience d'Aston Villa qui a quand même des joueurs relativement expérimentés. Je pense à Martinez, Watkins, maintenant qu'ils ont pris Rashford, McGinn au milieu et Tillman sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer des grandes compétitions, même internationales. Tillman c'est à l'Euro avec la Belgique. Donc voilà, l'inexpérience face à l'expérience, et ça a joué en fin de match. Le but contre son camp et le penalty d'Asensio sont venus crucifier le club Bruges, qui pour moi n'a pas à rougir de sa performance et peut quand même espérer quelque chose au match retour s'ils vont là-bas avec des vraies intentions. C'est clair, mais surtout que tu parles d'expérience, Aston Villa c'est pas non plus un club habitué normalement de ce genre de match. Par contre, ils ont fait un mercato, ils ont quand même ramené des noms qui eux le sont. Je pense à Marcus Rashford par exemple, qui au demeurant ne fait pas un super match. Par contre, moi j'ai noté l'entrée de Marco Asensio, elle a été excellente, son entrée omniprésent, il a vraiment dérangé cette défense du club de Bruges. Il me semble que c'est lui d'ailleurs, sauf erreur, qui cause le but contre son camp. Et voilà, c'est lui qui convertit son penalty sans trembler également. Un mec qui a de l'expérience, voilà, il a déjà un certain nombre de Ligue des Champions à son actif, à son palmarès. Donc voilà, Aston Villa qui fait un pas certainement décisif vers la qualification également. On sait que voilà, les gagner 3-1, voilà, c'était un peu quand même l'ambiance qui était autour de ce club Bruges qui aurait pu surprendre potentiellement les Villains. Voilà, maintenant je pense qu'au retour ça devrait pas poser de problème pour la qualif. Ils les accueillent à Villa Park. Voilà, moi je les vois aller sans trop de problèmes rallier les quarts de finale. Les hommes d'Unai Emery, qui serait vraiment une première depuis très longtemps en tout cas. Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est un peu le match des petits poussés celui-ci. Mais voilà, très beau match pour lancer ces huitièmes de finale aller. Et moi je vois Aston Villa passer au prochain tour. Quatrième match les amis, Dortmund qui recevait les Lillois, la belle histoire aussi de cette Ligue des Champions qui avait fini top 8. Qui obtiennent un très bon résultat au Signal Iduna Park. Franchement, aller obtenir un match nul là-bas, un partout, dans une ambiance de feu en Ligue des Champions, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Non, c'est clair, déplacement du côté du Signal Iduna Park, jamais facile, surtout pour un match aller comme ça. Dortmund a déjà pris des avantages décisifs, compte beaucoup sur l'appui de son mur jaune notamment, mais les Lillois qui ne se sont pas laissés impressionner, et vraiment c'est tout à leur honneur. Moi je m'attendais pas forcément à ça. C'est vrai que Dortmund souffle le chaud et le froid, c'est le moins qu'on puisse dire sur cette saison, qui sont catastrophiques honnêtement en Ligue des Champions, notamment en Ligue des Champions, Bundesliga pardon, notamment à cause de leur ligne défensive qui est vraiment très 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 poreuse, hormis Nico Schlotterbeck qui donne pleine satisfaction. Emre Can qui a fait un très bon match aussi. C'est à souligner vraiment, Dortmund qui sait généralement dans ses soirées de Ligue des Champions step up clairement dans son plan de jeu. De l'autre côté les Lillois, comme tu l'as dit, surprise, qui aligne un jeune relativement expérimenté au plus haut niveau de la compétition. Je pense notamment à Ethan Mbappé qui était titulaire pour ce match, mais qui ont su aller cueillir un nul qui d'ailleurs il me semble était vraiment
tout sauf immérité. Mhm. Ils ont même dominé au niveau des XG, ils ont eu la possession. Donc moi je pense que ça augure de bonnes choses pour le match retour. Mhm. Tu avais mis Lille d'ailleurs au pronostic et je te dois de te faire cette fleur parce que moi j'avais vu les jaunes et noirs et c'est vrai que là maintenant la tendance s'est clairement inversée. Lille va recevoir, ça repart à zéro tout simplement et on a vu que les hommes de Bruno Genesio étaient capables de tenir face à ce Borussia Dortmund. Donc voilà, moi je verrais bien Lille rallier les quarts de finale à domicile. Ouais, en fait, je leur vois de belles intentions à cette jeune équipe lilloise. Haraldsson, dont je n'ai pas beaucoup entendu parler, mais il est sur toutes les bouches en ce moment en Ligue 1. On parle pas de Lucas Chevalier, qui est très très fort aussi, très jeune. La défense, Diakité, Ribeiro. Benjamin André, le seul un peu vétéran de cette équipe, si Thomas on considère Meunier aussi, pas. Oui, avec Thomas Meunier, c'est vrai. Jonathan David qui est toujours là pour être décisif dans les grands matchs. Donc cette équipe lilloise n'a pas froid aux yeux. Et c'est vrai que le Borussia Dortmund aurait dû normalement une équipe comme eux qui ont l'habitude quand même des soirées européennes. Ils font finale de Ligue des Champions l'année dernière. Normalement, c'est toujours une équipe qui est très très dure à sortir. Faut demander au Paris Saint-Germain pour le savoir. Et voilà, en fait, Lille qui prend une option et qui maintenant va pouvoir recevoir chez eux tranquillement, sereinement, avec, en partant comme s'il n'y avait pas eu de match aller, en fait, en partant à 0-0. Et oui, et Lille d'ailleurs qui aurait pu l'emporter en fin de match, si on va sur les statistiques, plutôt dans les faits de jeu. Lille, si on voit la fin de match ici, ils ont eu des situations à la fin qui auraient pu leur permettre de ramener un but d'avance du Signal Iduna Park. Donc voilà, ils auraient même pu espérer mieux, mais c'est déjà un très très bon résultat. Et je vais pas flancher à ce que j'avais dit la dernière fois. C'est clairement, je vois Lille le faire à domicile avec le soutien de son public qui est très très chaud, très très chaud. Donc voilà, Dortmund, tu l'as dit, très poreux, ils ont encore perdu cet après-midi en Bundesliga. Donc voilà, je pense que Lille a de quoi faire. Beaucoup en France disent que c'est la deuxième meilleure équipe française cette saison, même devant l'OM ou Monaco. Donc voilà, Lille, je pense qu'ils ont de quoi faire pour rallier les quarts de finale. On entend le vif du sujet, les gars, avec le déplacement du grand FC Barcelone sur la pelouse de l'Estadio da Luz du Benfica pour un remake peut-être du plus grand match de l'année jusqu'à maintenant. Spoiler, c'était pas le cas. Match beaucoup plus fermé, notamment dû à un grand fait de jeu qui est intervenu dès la 20e minute. Pau Cubarsí qui découpe Pavlidis à l'oreille de la surface. Ceci donnera lieu à un carton rouge logique. Alors à ce moment-là, on se dit, le Barça va peut-être connaître une soirée compliquée et pourtant, ils s'en sortent. Et pourtant, ils s'en sortent. Mais on voit, ils ont eu du mal. 1,75 XG pour le Benfica, 26 tirs à 6. Il a fallu un énorme, mais quand je dis un énorme, c'est vraiment un énorme Chesney, qui pourtant a été critiqué. Il a su se racheter du match aller, justement. Ouais, 8 arrêts. 8 arrêts, c'est parmi les plus hauts standards enregistrés en Ligue des Champions. Le Barça qui a perdu la possession, pas de peu, certes. Mais ils ont su s'en sortir grâce à l'inévitable. Rafinha qui a déclenché ce pressing tout seul alors que le Barça était à 10. Il s'est intercepté la mauvaise passe de la défense lisboète. Aller affronter à 1 contre 4 la défense du Benfica, on voit vraiment le cliché du joueur en confiance. Il y va tout seul, il déclenche la frappe alors qu'il y a 2 joueurs en face de lui pour contrer. Il est à 20 mètres. Mais si ce n'est plus loin. Donc très très fort Rafinha qui marque, qui place le ballon dans le petit filet. Le Barça qui réussit à s'en sortir du coup, et là, honnêtement, quand j'ai vu le carton rouge, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, ils refont une PSG de l'année passée. Araujo qui prend rouge, et le PSG ensuite qui réussit à éliminer le Barça en quart de finale. Mais non, cette fois-ci, c'est pas pareil. Peut-être la patte Hansi Flick, qui sait faire de son équipe aussi une machine défensive plus basse sur le terrain. Donc voilà, le Barça qui s'en sort à Benfica, et maintenant franchement j'ai beaucoup de mal à voir le Benfica renversé à 11 contre 10 à domicile, et à 11 contre 10 pas pendant 20 minutes, à 11 contre 10 on le voit ici, pendant près de 70-75 minutes. Voilà, ils arrivent quand même pas à gagner, quand même pas à marquer. Certes, c'est un grand Chesney, ils auraient dû marquer au moins 1 ou 2 buts. Mais voilà, maintenant que le Barça va recevoir et va de nouveau être à 11 contre 11 à Barcelone, je pense que le Barça n'a plus aucune crainte à avoir face à ce Benfica-là. Ouais. Pour moi, le FC Barcelone, et en toute objectivité, c'est mes favoris pour cette compétition, et je vais expliquer pourquoi. Ce que j'ai envie de louer sur ce match, vraiment, c'est la combativité, l'état d'esprit dont ont fait preuve les joueurs d'Hansi Flick. Parce que voilà,
On peut dire que le Barça, c'est une équipe extrêmement spectaculaire. Ils mettent beaucoup de buts. C'est la meilleure attaque en Liga, meilleure attaque en Ligue des Champions. Voilà, ils sont agréables à avoir joué, tout ce qu'on veut, mais souvent, ces équipes, arrivées des fois lors de matchs un peu tricky, comme c'était le cas celui-ci, ils déçoivent. Ouais. Ils déçoivent, et là, on voit que même dans des profils de matchs différents, difficiles, eux savent justement faire le dos rond, savent défendre, savent faire preuve de caractère pour aller chercher une victoire 1-0 sur la pelouse de l'adversaire. Et ça n'avait rien à voir avec le 5-4 qu'on a pu voir il y a de cela 2 mois. C'était un peu une victoire madrilène, si je peux me permettre et la c'est comparaison. Peut-être le plus grand des compliments qu'on peut leur faire en Ligue des Champions. Une victoire madrilène en Ligue des Champions, c'est ça. Sans être très bon, en étant en infériorité, en étant en difficulté surtout. Savoir gagner dans ces moments-là, on assiste peut-être effectivement à un retour du Grand Barça. C'est presque un statement aussi, parce que Rafinha qui envoie clairement un message vis-à-vis des autres ballons d'or contenders que sont par exemple Mohamed Salah ou Ousmane Dembélé pour le moment, eux qui n'ont pas su performer respectivement dans leur match où ils se sont affrontés. Rafinha lui est présent, marque encore sur un but qui, comme tu l'as dit, il se crée tout seul. Ça c'est la marque des grands joueurs en confiance. Donc grosse victoire du Barça qui devrait somme toute finir le travail sans trop de problèmes du côté de Mandžuk. Voilà, le Barça qui devrait rallier les quarts de finale, partie de tableau ouverte, on l'a dit, mais ils ont dû batailler ce soir, et voilà, c'est vraiment gros crédit aux hommes d'Hansi Flick. Les amis, le match maintenant, le derby madrilène remporté par le Real, 2-1, courte avance, mais avance quand même, avant le match retour au Metropolitano. Un match assez fermé, comme on peut le voir avec les XG et le nombre de tirs, que 19 tirs dans le match, et 0,68 à 0,20. Aucune des deux équipes n'a dépassé le XG de produit sur ce match, mais le Real, comme on les connaît souvent, arrive à s'en sortir sans créer, sans être flamboyant, par ses individualités. 2 buts, 2 fois un exploit individuel, bien que le premier soit quand même un certain mouvement collectif intéressant. Rodrigo du coup qui fait cet appel magnifique, mais là j'aimerais quand même mettre en lumière l'espace ici entre Ravi Galan et son défenseur central qui doit être Clément Langlais ici même. Franchement, l'espace là, c'est une faute professionnelle pour un latéral de laisser autant d'espace dans son dos. Et face à un joueur de la qualité de Rodrigo, voilà, ça se paye cash. Valverde qui lui met la balle parfaite en profondeur. Rodrigo qui peut entrer dans la surface, aller provoquer et finir de son pied gauche. Très, très, très beau but. Mais alors que dire du suivant ? C'est clair. Ce match est peut-être vraiment pour moi un vrai match de Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce que même si dans le jeu ça n'a pas été pour moi la plus grande partie de football qu'on a vu cette année, c'est un match qui a été fait de moments de génie. On en a vu la première illustration avec déjà, j'ai envie de mettre en avant la passe de Valverde, le travail de Rodrigo par la suite. Mais que dire de l'égalisation des Colchoneros, Julián Álvarez qui se retrouve vraiment à l'angle de la surface, pressé par Camavinga. Il s'en sort. Un peu naïf Camavinga avec du dribble. Et là, moi j'ai envie de vous dire, il va revenir comme ça intérieur. Quel joueur dans cette position ne va pas faire la passe ici en retrait ? Moi je pense qu'il y en a peu. Lui se dit bon, pourquoi pas essayer, et il nous envoie une frappe sortie vraiment d'un autre monde, voilà, petit filet opposé, poteau rentrant. Thibaut Courtois a beau faire 2 mètres, il peut pas aller à sortir celle-là. C'est un peu ce que je voulais dire, c'est que pour battre un gardien dans cet angle-là, un gardien de l'envergure de Thibaut Courtois, faut vraiment que la frappe soit parfaite, et elle est parfaite, elle est poteau rentrant. Donc, elle était parfaite, mais cela n'a pas suffi. On s'est dit à ce moment-là, est-ce qu'on va se diriger vers un 4e un partout consécutif ? Brahim Diaz a dit non. Lui qui récupère ce ballon à la suite d'un mouvement collectif avec Vinicius. Il se retrouve en 1 contre 1 face à Jiménez, le passe de manière assez spectaculaire, même si je pense que lui-même ne sait pas comment il a fait. Feinte de la fracture de la cheville là, franchement. On voit ici Brahim qui se brise à moitié la cheville. Heureusement, il s'en est sorti sans heurts. Pareil, lui qui va aussi enrouler sa frappe, petit filet, et qui va aller après célébrer dans le public. Il va prendre un jaune. Pour ça. Mais je pense que la séquence on a valu la biscotte. C'est clair. Voilà, le Real qui prend une option, mais pour moi c'est loin d'être fini. Parce que on a quand même vu un Atlético qui a su exploiter les faiblesses du Real. J'ai pas trouvé le Real impressionnant dans ce match. Après c'est souvent le cas. On va quand même le dire, mais je pense que l'Atlético a des raisons d'y croire. Moi je voyais le Real favori sur la double confrontation. Toi tu voyais plutôt l'Atlético. Je voyais plutôt l'Atlético, oui. C'était du 55-45 pour tous les deux. Mais voilà, moi je pense que de ce que j'ai vu du match aller, je vais peut-être changer un peu ma tendance. Et je verrai pourquoi pas l'Atlético le faire. Ça me surprendrait pas que le Real encore une fois nous claque une soirée européenne dont seuls eux ont le secret. Peut-être ça peut être un match d'ailleurs où c'est qu'il y aura vraiment pas grand chose, le Real va défendre, mais quand même l'Atlético
est différent. L'Atlético a quand même des cartouches offensives pertinentes, Oui. dangereuses, donc dans un Metropolitano survolté. Pourquoi pas assister à un renversement? Le Real n'a pas forcément l'habitude de se déplacer sur les retours de Ligue des Champions. Donc ouais, moi je vais peut-être mettre une petite piécette sur l'Atlético. En fait, le problème pour moi de ce Real-là, c'est qu'on l'a vu souvent, mais je vais le dire autant crûment que ça, hein, mais le problème du Real, c'est Mbappé. Parce que en fait, autant qu'il peut avoir des moments de génie avec ballon, on sait comment il défend. Et en fait, mais Vinicius dans la même catégorie. Oui, alors Vinicius aussi, mais Mbappé encore plus. Et si le Real sort là en 8e de finale, je suis prêt à parier que c'est parce que l'Atlético aura su, comme au Bernabéu d'ailleurs, installer des phases de possession parce que Mbappé ne presse pas et Vini ne presse pas non plus. Ce qui fait que souvent on a vu l'Atlético pouvoir, ils ont pu s'installer dans la moitié de terrain du Real Madrid. Ouais. Comme l'atteste la possession d'ailleurs, hein, c'est très équilibré, alors que normalement l'Atlético c'est une équipe qui joue vraiment contre les gros, en tout cas c'est une équipe qui parque the bus, surtout au Bernabéu. On s'attendait tous à voir ça. Ouais, c'est ça, et alors en fait ça a été relativement équilibré. Donc ouais, pour moi, Mbappé ne va pas permettre au Real d'avoir une maîtrise de A à Z sur son sujet, de pouvoir maîtriser son avance au Metropolitano. Je pense que l'Atlético va avoir des moments de possession, va avoir des occasions, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, il faudra être clutch dans les moments clés. C'est-à-dire que reste la Ligue des Champions. Hein. Ouais, il faudra mettre les occasions qui vont se créer, mais surtout, il faudra essayer de contenir les exploits individuels que pourront peut-être produire Mbappé, Vini, Bellingham, Rodrigo. Et c'est là tout l'enjeu contre ce Real-là, c'est qu'on sait que la plupart des équipes dans le jeu seront au-dessus de ce Real, mais qui sait comment gérer ces 4 offensifs-là une fois que le Real a récupéré le ballon en fait. Moi je pense que c'est impossible. Sur 90 minutes, c'est impossible de gérer ces 4-là en vrai. Il y aura forcément des moments où c'est que tu vas te retrouver en difficulté. Voilà, le latéral, on a vu Ravi Gayan, c'était au bout de 3 minutes de jeu, il faut être à son affaire tout le long. Et ouais, quoi qu'il en soit, ça sera difficile pour l'Atlético. Surtout c'est eux qui vont devoir quand même faire le jeu, là, je pense. Après, un point à mettre au crédit des Merengues, c'est le retour de suspension de Bellingham, qui sera capital dans un match comme ça, je pense, de par son apport défensif qui diverge fortement des autres attaquants, mais également la force de caractère. C'est un peu un joueur qui représente ça pour moi du côté du Real, malgré que ça soit un des plus jeunes. Donc voilà. Honnêtement, la qualif, c'est presque du 50-50. Au stade où on en est. C'est peut-être un petit voilà, avantage Real évidemment, mais un avantage, mais du fait que ça soit le retour à l'Atlético et qu'on a vu que l'Atlético peut faire mal au Real, autant que le Real peut faire mal à l'Atlético évidemment. C'est du max 60-40, je dirais. Selon les analyses, les ex-d'analyses qu'on veut. Mais toi tu vois évoquer. Qui du coup retour? Je vais rester sur l'Atlético, j'étais parti sur l'Atlético. Je pense que l'Atlético a de quoi le faire. Je pense que s'ils ouvrent le score, les pendules sont remises à 0 et donc après tout est à faire. Mais je pense que l'Atlético dans son stade, poussé par son public, a des munitions pour faire mal à ce Real. Ouais. L'image suffit à elle-même, les gars, je pense. Le sourire de cet homme, le héros du soir, Alisson Becker, qui nous a sorti tout simplement une des plus grandes performances qu'un gardien de but ait sorti sur ces dernières années en Ligue des Champions. J'ai rarement vu ça depuis Keylor Navas, je dirais, ce genre de match. Qu'on ne voit pas souvent, honnêtement. À ce point-là, une domination des hommes de Luis Enrique du Paris Saint-Germain, 70% de possession de balle, 1,78 XG créé, et la stat qui me choque le plus, c'est 27 tirs à 2 avec le petit graphique qui le démontre ici. Choquant ce match, vraiment choquant. Les hommes de Luis Enrique qui étaient face à un défi, face à ce Liverpool dans laquelle tous les experts et les fans de foot font tant de louanges depuis le début de la saison, ils ont su répondre plus que présent. Pour moi, je les attendais pas à ce niveau, je les voyais vraiment faire jeu égal avec les Reds sur la double confrontation, mais là on a assisté vraiment à une leçon. Ils étaient omniprésents, tous les joueurs ont été au niveau. J'ai trouvé un Kvara exceptionnel. Mais ils ont pêché à la finition, et ils sont aussi tombés, faut le dire, sur un Alisson Becker exceptionnel, comme on l'a dit. Voilà. Compliqué cette soirée pour les Parisiens, je pense qu'ils doivent être extrêmement frustrés, d'autant que la soirée s'est mal finie. Ouais, ça s'est très mal fini. On peut le voir ici, les stats, elles parlent d'elles-mêmes. 3 grandes chances créées pour le Paris Saint-Germain, 3 grandes chances manquées, alors que Liverpool, la seule grande chance, ils ne l'ont pas manquée. 0 grande chance manquée. Ils ont un tir cadré, ils marquent un but. Et quel but, Quel but, dans les derniers instants du match. Alisson, qui d'ailleurs, à l'image de ce qu'il a fait tout le match,
balance une balle devant dans l'espoir qu'il y ait un rebond favorable. Et ce rebond favorable, il est arrivé à la 87e. J'ai vu beaucoup de gens tomber sur Marquinhos. Pour moi, le duel aérien, c'est un duel aérien. Voilà, Darwin Núñez est plus grand que Marquinhos en taille. C'est même pas comme s'il le perd. La balle revient entre les deux. Marquinhos perd l'équilibre, tombe. Voilà, c'est malheureux, mais c'est pas une faute grossière. Non, voilà, Darwin Núñez qui peut s'emparer de cette balle et la transmettre à Harvey Elliott. Il y a deux gars qui sont plus à... Voilà. Il faut un peu plus leur taper dessus sur l'action. Que Marquinhos, voilà. On peut le voir déjà, la main pas ferme, parce que le tir est légèrement centré sur Donnarumma, la main n'est pas ferme, le ballon qui rentre. Mais comme vous pouvez le voir ici, Nuno Mendes est à 1-2 mètres de Harvey Elliott, alors qu'au début de l'action, il a, je pense, 5 mètres d'avance sur Harvey Elliott. Et on avait parlé dans notre preview de ce match-là que le point faible peut-être du Paris Saint-Germain sur les phases défensives, c'était Nuno Mendes. Ouais. Qui jusque-là, malheureusement, réalisait un très bon match. Il faisait un super match. Il faisait un super match. Ouais. Et comme quoi, le foot au plus haut niveau, ça se paye cash. Ouais, une erreur d'inattention. Il ne voit pas Harvey Elliott, ou il ne fait pas l'effort, il ne veut peut-être pas faire l'effort, ou il ne peut pas, étant donné que c'est la 90e. Harvey Elliott, lui, qui vient d'entrer, 40 secondes avant, figure-toi, qui déclenche son appel quand il voit que Darwin Núñez va pouvoir jouer cette balle. Et au moment où Nuno Mendes décide de réagir, c'est trop tard. C'est trop tard parce que Harvey Elliott a pris de l'avance et il est frais. Il peut recevoir du coup cette balle et la propulser au fond des filets. Donc voilà, cruel pour le Paris Saint-Germain. Si on retourne un peu sur les stats, c'est très cruel, surtout que voilà, si on voit ici, le Liverpool n'a presque pas existé pendant cette confrontation-là. Mais c'est aussi la marque des grands, savoir gagner sans être bon. Et un peu à la manière du FC Barcelone, hein. Oui, justement. Oui. On sait qu'on parle de ces deux équipes comme les potentiels favoris depuis des mois déjà. Bah ouais, ils ont su répondre tous les deux présents dans des matchs difficiles à l'extérieur. Donc chapeau aux hommes d'Arne Slot qui lui-même a confié en conférence qu'il ne s'attendait pas à avoir un Paris Saint-Germain si fort, qu'ils ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Je pense que Arne Slot c'est un coach qui a l'humilité de le dire déjà. Oui. Par contre, je vois pas comment dire. Je vois pas le match retour avoir la même tête, le même visage que celui-ci. Je pense que ça sera complètement différent. Il peut y avoir des motifs d'espoir du côté du Paris Saint-Germain. C'est qu'on a vu une équipe vraiment extrêmement rodée et prêt pour ces grands matchs. Il y avait quand même la question, voilà, Paris, ça faisait depuis très longtemps que ça gagne. On l'a notamment analysé dans notre dernière vidéo que vous pouvez aller regarder. Mais voilà, face à un très gros, on attendait encore de voir. Ils ont proposé un très bon football, donc je pense que c'est pas perdu. C'est pas perdu malgré qu'un déplacement à Anfield est peut-être un des plus grands boss finales du football, si on peut appeler ça comme ça. Mais voilà, je pense que les hommes d'Arne Slot feront pas deux fois la même confrontation. Un autre motif d'espoir, c'est que normalement, tomber sur un gardien qui fait la performance qu'Alisson a créée ce soir-là, normalement ça t'arrive une fois dans ta carrière. Alisson était chaud ce soir-là, tant mieux pour Liverpool qui réussit à s'imposer. Maintenant, je pense pas qu'à Anfield, si le Paris Saint-Germain réussit à se créer et à se procurer autant de situations qu'ils en ont eu dans ce match-là, je pense pas que Alisson va réaliser deux fois cette masterclass qu'il a faite. Donc voilà, faut que le Paris Saint-Germain aille là-bas avec l'ambition de gagner, parce qu'on les a vus capables dans le jeu de terrasser Liverpool. En revanche, comme tu l'as dit, je pense qu'Anfield Liverpool, ça va pas être la même chose. Hein. Je pense que Arne Slot, le plan de jeu était de rester bas et de contrer, mais pas de subir autant. Le plan de jeu était d'être bas, mais pas de subir. Et ben voilà, le Paris Saint-Germain est très très fort avec ballon, on l'a vu. Ils ont fait subir beaucoup d'actions à Liverpool, mais finalement, la marque des grands, on arrive à s'en tirer même en étant mauvais. Liverpool, pour moi, je pense qu'ils savent être solides. Ils sont premiers en première ligue largement, ils ont déjà battu City à Anfield, ils ont mis 4-0 à Leverkusen. Enfin, c'est une équipe, c'est presque impossible d'aller les prendre à Anfield. Je serais curieux de savoir quand était la dernière défaite de Liverpool à Anfield. Le dernier match qui me revient, c'est le 5-2 contre le Real à domicile. Tu parles de Ligue des Champions là ? En Ligue des Champions, oui. Ouais, ok. Voilà. Bah parce que justement, moi je voulais peut-être nuancer là-dessus. Parce qu'on en fait beaucoup sur Anfield et à juste titre, c'est un stade où c'est extrêmement dur d'aller gagner, mais quand même, bah il y a justement ce 5-2 face au Real, la claque. Moi j'ai souvenir aussi de l'élimination face à l'Atlético Madrid. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est le Liverpool, ils se sont quand même fait sortir à domicile. C'est pas voilà, il y a quand même une jurisprudence à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je vais pas aller contre Liverpool. Logiquement, ils sont quand même favoris pour la qualif maintenant. Oui. Par contre, pour moi, c'est pas mort. Non, c'est pas mort. C'est pas mort. Loin de là. Je pense que Paris a quand même les armes pour aller faire peut-être la surprise. Mais voilà.
petit avantage aux hommes de la Mercy. Mais voilà. Moi, j'ai quand même envie de croire toujours que ce Paris Saint-Germain peut nous offrir un grand match du côté de l'Angleterre. Voilà les gars, dernier match de cette vidéo. On va conclure avec ce choc entre les deux meilleures équipes allemandes qui a tourné largement à la faveur de nos Bavarois. Ouais. On est très content avec Robin du match aller, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, le Bayern qui a su justement se muer en Bayern des grands soirs, qui a su profiter aussi des errements dont a fait preuve Leverkusen, qui a pris un carton rouge. Qui a fait des erreurs dans le match. Oui. Voilà, moi je pense que autant on a eu un très gros Bayern, autant on a eu un piteux Leverkusen. Et c'est un peu ce qu'on vous disait dans notre vidéo prono. Malgré le fait que énormément d'experts, beaucoup d'observateurs du football voyaient Leverkusen, en se fiant notamment à ce dernier match du côté de la Bayer Arena où Leverkusen a largement dominé le Bayern, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Mais on vous avait expliqué que non seulement il y avait un contexte de 8 points d'avance pour le Bayern en championnat, et que c'est pour ça que les hommes de Vincent Kompany ont proposé ce plan de jeu-là. Et deuxièmement, on a aussi énormément insisté sur le fait que la Ligue des Champions, c'est autre chose, que le Bayern est un club qui est certainement, après le Real Madrid, celui qui a joué le plus de tours à élimination directe sur ces dernières années. Ouais. Leverkusen, à l'inverse, n'en a joué aucun sur les années récentes. Et ça s'est payé cash. Le Bayern n'a pas fait dans la dentelle, avec une ouverture du score relativement précoce, 9e minute. Ouais. On a retrouvé les hommes forts du Bayern. Un centre de Michael Olise, pied droit, je tiens à le souligner, parce que c'est un gaucher pur. Presque comme Arjen Robben à l'époque. Et là, il dépose vraiment un centre du pied droit, il le dépose sur la tête d'Harry Kane, qui va manger son défenseur et vraiment faire parler toute l'expérience d'un grand numéro 9. Ouais, c'est ça. Vraiment un but de numéro 9, là, pour le coup. Et puis donc voilà, Kane qui passe devant son défenseur et qui claque cette tête au ras du poteau. 9e minute, 1-0 pour le Bayern. Harry Kane qui montre qu'il est là, qu'il est présent et qu'il a envie d'aider ce Bayern-là dans les grands soirs. Qu'il a envie d'aller chercher son premier trophée surtout. Aussi, voilà. Et la première erreur de Leverkusen arrive à ce moment-là. On parlait d'inexpérience. Ouais. Kovar, le gardien de Leverkusen, complètement inexpérimenté des compétitions européennes, surtout que c'était Radecki qui jouait l'année passée, même quand ils font leur parcours en Europa League. Donc voilà, centre de Joshua Kimmich au deuxième poteau, prise tranquille. Il y a aucun joueur au contact de Kovar. Il relâche la balle et Musiala est là pour finir. Première erreur. Carton rouge que je n'ai malheureusement pas en image, mais que je peux vous montrer juste ici. Carton rouge de Mukiele sur un deuxième carton jaune. Qui aurait pu être rouge direct. Grosse semelle sur Kingsley Coman. Voilà, le Bayern se retrouve à 10. Et le Bayern va pouvoir exploiter ça en fin de match sur une troisième monstrueuse erreur. Comment c'est possible de faire ça sur un corner ? Tapsoba qui nous fait l'étalage de tous ses talents de lutteur là sur Harry Kane. Autant qu'on sait que des fois les duels sur corner c'est un petit peu litigieux. Là je pense qu'il n'y avait pas débat. C'est dans le dos, c'est ceinture. Voilà. Il n'y a aucune nécessité. Surtout que Harry Kane il était dans une position assez dangereuse. Il aurait pu potentiellement récupérer le ballon. C'est pour ça que l'arbitre accorde le penalty. Et j'ai vu Xhaka parce que Michael Oliver est un arbitre de Première Ligue. Xhaka le connaît apparemment, vu étant donné qu'il a joué à Arsenal. C'est vrai, il a dit, je pense qu'en Première Ligue, il ne sifflerait pas ça, je ne comprends pas pourquoi il siffle ça, etc. Pas à nous, Granit. Xhaka, on l'adore. En tant que Suisse, on l'adore quand il joue avec nous, mais c'est vrai que quand le Bayern affronte Leverkusen, c'est vraiment... c'est possible qu'on l'insulte, c'est Granit Xhaka, alors qu'on est Suisse et qu'on l'adore. Mais tout ça ne change rien au fait qu'il y avait faute sur Harry Kane. Clairement. Penalty magnifiquement transformé, pleine lucarne. 27e penalty de suite, converti pour Harry Kane. Il le tire juste magnifiquement. Petite... ah là là, mais ça on est obligé d'en parler. Michael Olise, voilà, l'homme nonchalant, même sur les penalties d'Harry Kane. On voit la confiance qui règne quand même dans ce groupe. Voilà, le Bayern qui fait un grand pas vers la qualification maintenant. Est-ce que c'est fini pour toi ? Est-ce que c'est fini pour moi ? Il y a un élément qui s'est déroulé cet après-midi qui fait que c'est terminé. Déjà, on l'a vu dans les statistiques, le Bayern a juste mangé Leverkusen. Regardez les stats, il y a presque 3 XG de produits, même pas 0,5. Ça aurait pu être plus, le Bayern touche 2 fois la barre. 2 fois la barre. Si Palhinha ne gâche pas ce qui aurait pu être l'assist de l'année de Musiala que vous avez sûrement vu passer. Exactement. Voilà, ça aurait pu être plus même. Pourquoi ? Quelques éléments pour le match retour. Si je peux partir un peu dans les
dans les incertitudes concernant le Bayern, Neuer sera pas là. C'est le jeune Urbig, 21 ans, qui le remplace, qui l'a remplacé d'ailleurs cet après-midi en Bundesliga, défaite 3-2 malheureusement. Heureusement que Leverkusen a perdu également. Voilà, c'est un peu la seule incertitude pour ce Bayern, le fait que Manuel Neuer, gardien expérimenté, ne soit pas là. Maintenant, pour moi, c'est terminé, ou presque. À voir les news dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Vous qui regardez cette vidéo, vous aurez déjà probablement eu la réponse, mais il faut savoir que Wirtz est sorti sur blessure. Pourtant ménagé, il est rentré à la mi-temps, et il est sorti 15 minutes après, il est sorti même en béquille du stade, apparemment. Donc voilà, si Wirtz est absent pour ce retour en Ligue des Champions, c'est la cartouche offensive de Leverkusen qui saute. Et donc voilà, je ne vois pas Leverkusen retourner le match. Autre point d'incertitude pour Leverkusen, Mukiele forcément ne sera pas là. Et voilà, ça fait un élément en moins dans la défense de Leverkusen. Donc pour moi, c'est terminé à 95% si Wirtz n'est pas là. Si Wirtz est là, attention, on sait que Leverkusen est capable de retourner ce genre de situation. Leverkusen avait d'ailleurs infligé à notre club une défaite 3-0 l'année dernière à la Bayer Arena. Donc voilà, je vois beaucoup d'éléments positifs pour ce Bayern. Mais si Wirtz est là, attention encore à ne pas s'endormir au début du match et à ne pas les laisser marquer assez tôt, quoi. Ouais, ok. Bah écoute, moi je vais être beaucoup plus tranché, pour moi il n'y a aucune chance. Je préfère vous le dire, les gars, il n'y a aucune chance que Leverkusen revienne. J'espère qu'on me ressortira pas cette séquence la semaine prochaine, mais tout simplement, déjà, parce que si le Bayern se fait sortir en gagnant 3-0, en claquant une masterclass, dominant Leverkusen qui sera amputé de certains joueurs très importants, sûrement Wirtz, bah ça serait une humiliation totale et le Bayern n'aurait rien à faire en quart de finale de Ligue des Champions. Complètement. Et après la performance, mais géniale, qu'ils ont montré leur meilleure performance cette saison pour moi, j'ai aucun doute qu'ils finiront le travail. Je sais pas s'ils gagneront, ça c'est à voir. Moi, c'est un peu l'interrogation. Je me demande quelle sera l'approche, quel sera le plan de jeu. Vont-ils défendre dès la première minute? Vont-ils continuer de faire leur jeu très offensif comme au match aller? Quoi qu'il en soit, je pense que Leverkusen, la seule manière d'enflammer un petit peu la soirée, c'est de marquer très tôt. Là, si Leverkusen marque le premier but dans les 10 premières minutes, effectivement, ça peut devenir une soirée folle. Mais hormis ça, moi, pour moi, c'est impossible. Il y a eu un certain écart de qualité et le Bayern a l'expérience justement pour gérer ces matchs de Ligue des Champions. Le Bayern a l'esprit revanchard vis-à-vis du Bayer Leverkusen. T'as parlé du match, l'équipe a changé, je pense, l'entraîneur a changé, beaucoup de choses ont changé en Bavière récemment et je pense qu'ils ont à cœur de le montrer à la terre entière. C'est ce qu'ils ont commencé à faire, je les vois terminer le travail du côté de la Bayer Arena sans trop de problèmes. Donc pour moi je vois mon club aller en quart de finale. Espérons quand même un beau match, voilà. Si ça peut quand même partir dans tous les sens pour ce match parce qu'on a quand même deux grosses équipes. En fait je ne sais pas trop à quoi m'attendre sur le plan de jeu. Autant de Xabi Alonso que de Vincent Kompany. Xabi Alonso, ça va être clair, presser aux joueurs offensifs comme il le fait d'habitude, je pense. Ouais, mais est-ce qu'ils vont pouvoir ? Est-ce qu'ils vont pouvoir ? Ça, c'est une autre question. Mais je pense déjà qu'il va réitérer son 3-4-3. Je pense qu'il va pas repartir avec 4 défenseurs. Va-t-il mettre un buteur ? Peut-être un buteur, oui, cas, devant Wirtz était là, si Wirtz est là du coup. Mais voilà, et le plan de jeu de Kompany, c'est là où il y a l'interrogation, je pense. On l'a vu en Bundesliga, il est venu pour défendre au dernier match, et ça s'est pas forcément bien passé. Le Bayern aurait dû perdre, si on est honnête. Mais voilà, je pense que le Bayern a meilleur temps d'aller les chercher haut et d'embêter cette équipe de Leverkusen et décide de tuer le match en marquant le premier but, quoi. Donc voilà, à voir ce que Kompany réserve, mais c'est vrai que les chances maintenant chez tous les observateurs du foot risquent d'avoir changé de côté concernant la qualification, et c'est en tout cas pour notre plus grand bonheur. C'est clair. Voilà les amis, ça vient conclure cette vidéo React au 8ème de finale aller de la plus belle des compétitions. On a déjà hâte des matchs retour. On fera aussi certainement une vidéo pour en parler. Viendra après ça le tirage des quarts de finale. Voilà, donc ce filet rouge qui nous conduira tout au long du printemps. En espérant que vous avez apprécié la vidéo, les amis. On vous laisse vous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram et TikTok. N'oubliez pas de liker, commenter la vidéo. En attendant, excellente semaine à vous. Prenez soin de vous les gars et à bientôt. Salut. Ciao.